Guten Abend. Ich freue mich sehr, Sie alle im Namen von Bonjour, Swiss. je me réjouis beaucoup au nom de Swissaid, de l'Institut tropical et de santé publique suisse, de vous souhaiter la bienvenue au webinaire qui a comme titre Notre alimentation est en danger, l'agroécologie contre le changement climatique et les pandémies. Je remercie la Fondation Mercator Suisse qui a rendu possible ce webinaire grâce à son soutien. Je remercie également AVL Dolmetscher, interprète, qui assure aujourd'hui l'interprétation simultanée pour rendre possible la compréhension à travers les frontières. Le sujet de notre webinaire aujourd'hui est le contexte entre la biodiversité, la perte de biodiversité et la pandémie. Il est vrai que la perte de biodiversité, d'espèces se produit discrètement et passe le plus souvent aperçue. Toutefois, le Covid-19 domine l'actualité quotidienne depuis plus d'un an. Toutefois, il y a, des liens entre les 2. Et pour les 2 étaient responsables en grande partie notre système alimentaire. Il faut donc changer, nos attitudes. Avant de rentrer au vif du sujet, quelques informations. Le webinaire sera, comme annoncé, tenu en allemand, en français et en espagnol. J'aimerais vous demander de régler le canal maintenant. Donc, vous poussez sur le bouton interprétation. Vous voyez le globe en bas de votre écran. Donc, vous pouvez ainsi sélectionner votre langue, soit l'allemand, le français ou l'espagnol. Vous entendrez ensuite la traduction des contributions dans la langue choisie et vous devrez également poser vos questions dans la discussion dans la même langue. Même si vous comprenez les 3 langues, vous devez choisir une langue et ne devez pas laisser la sélection inactive. Ceci est nécessaire pour que les interprètes puissent traduire de manière fiable tout ce que nous disons dans ce webinaire. Nous apprécions beaucoup votre participation active à ce webinaire. Vous pouvez utiliser le bouton lever la main, pour, intervenir. Une fois que le microphone est déverrouillé, vous pouvez parler, vous appuyez sur OK et puis nous allons vous entendre. Après la présentation finale, vous avez la possibilité de poser des questions et ensuite il y aura une discussion. Le chat ne devrait être utilisé qu'en cas de problème technique. Dans la deuxième partie, le chat sera fermé. J'aimerais encore attirer votre attention sur le fait que le webinaire sera enregistré pour pouvoir être suivi par stream par la suite. Vous pouvez également participer au webinaire si vous ne souhaitez pas être enregistré. Uniquement si vous souhaitez prendre la parole durant la discussion, votre intervention sera enregistrée. Avec toutes les souffrances et les craintes que la pandémie de corona apporte au monde, c'est aussi l'occasion de réfléchir aux fondamentaux. Elle nous a montré à quel point notre économie et plus particulièrement notre système alimentaire sont vulnérables. Elle n'est pas isolée, mais étroitement liée à la crise climatique, à la crise de la biodiversité et aux inégalités mondiales. Nous explorerons dans ce webinaire ce contexte et essayons de trouver des solutions ensemble. Le premier webinaire en mars portait sur le lien entre Covid-19, la crise climatique et l'agriculture. Certains parmi vous ont probablement participé à ce webinaire. Si vous l'avez manqué, vous pouvez toutefois le regarder en streaming sur notre site web. Cette fois, nous allons examiner les liens entre Covid-19, la perte de biodiversité et le système alimentaire. L'être humain a toujours interféré dans la nature pour se nourrir, hein. La disparition des espèces a commencé dès la préhistoire, hein, et a toujours été liée au développement technologique de l'époque. Aujourd'hui, un quart, hein, de toutes les espèces est menacé de disparaître, et une grande partie due à notre activité agricole. Mais aussi au sein même des espèces agricoles, la diversité, a considérablement diminué. Par exemple, 75 de toutes les variétés végétales ont été perdues au cours du siècle dernier.
Une grande partie des terres agricoles au monde est désormais consacrée à quelques variétés de blé, de maïs, de riz et de soja cultivées par 4 sociétés mondiales. Cela montre que il ne suffit pas d'utiliser de meilleures techniques, mais il faut remettre en question fondamentalement nos approches. Certaines des parties prenantes affirment qu'une partie des terres devrait être mise en réserve afin de protéger la biodiversité. Ils disent que cela ne serait possible que si le reste est exploité de manière aussi intensive que possible. D'autres, en revanche, préconisent que la biodiversité fasse partie du système agricole. Je laisserai à nos invités, dans leur présentation et à vous, les participants à la discussion, le soin de juger lequel est le plus prometteur. Stéphane Rist, entre autres, évoquera cette question également dans son discours d'ouverture. Depuis peu, l'humanité a dû apprendre douloureusement que la biodiversité n'est pas seulement constituée de mignons pandas, de papillons colorés et de fascinants chats de proie, mais elle contient aussi des virus qui peuvent se transmettre des animaux sauvages aux humains. Depuis lors, nous entendons de toutes parts que la destruction de la biodiversité est la véritable raison de Covid-19 et que les pandémies deviendront plus fréquentes à l'avenir si nous ne modifions pas fondamentalement notre système alimentaire. Elena Kreter de l'Institut tropical et de santé publique suisse nous donnera un aperçu des liens entre notre système alimentaire et l'émergence des zoonoses, ainsi que des moyens d'éviter à l'avenir la propagation de ces maladies à l'homme. Je ne pense pas trop anticiper quand je dis que cela nécessite une approche holistique. L'exemple du Nicaragua nous montrera à quoi cela peut ressembler dans la pratique. Grâce aux méthodes agroécologiques, les agriculteurs de cette région parviennent non seulement à protéger la biodiversité, mais aussi à améliorer le revenu. Jacqueline Agorcia donnera un compte-rendu de première main de ses expériences à l'UNAG, l'Organisation mondiale des agriculteurs du Nicaragua. Mais avant de m'avancer davantage, je préfère céder la parole à Andrea Cucera, qui sera notre modératrice tout au long du webinaire. Madame Cucera est rédactrice de la NZZ et de la NZZ am Sonntag et experte en politique. En tant qu'historienne de l'histoire économique et sociale, et nous guidera habilement à travers ce sujet complexe. Je vous souhaite à tous un aperçu passionnant et une discussion stimulante. Bonjour tout le monde et bienvenue également de mon côté. Je me réjouis beaucoup de pouvoir pour la 3e fois déjà ce jour avoir la possibilité de modérer un webinaire de Swiss Aid. Et puis, j'ai maintenant le plaisir de vous proposer le premier orateur, Stéphane Ries de l'Université de Berne, qui se bat pour l'agroécologie depuis longtemps déjà, dans les années 1980 en Bolivie. Il était impliqué dans un projet qui proposait déjà ce genre d'approche. Ce que j'ai retenu de notre discussion est la phrase suivante. Monsieur Ries m'a dit que les paysannes et les paysans en Bolivie étaient d'abord un tout petit peu déçus que les personnes qui venaient les aider depuis la Suisse, finalement, leur proposaient une approche qui correspondait à ce qu'on avait déjà fait dans le pays il y a 1000 ans en arrière. Donc, pas de monoculture, mais des cultures mixtes et d'utiliser des engrais biologiques et non pas synthétiques. Stéphane Ries est co-auteur de du rapport sur l'agriculture mondiale, du rapport mondial sur l'agriculture. Les auteurs ont conclu dans ce rapport que l'agriculture et notre système alimentaire devraient être changés fondamentalement pour pouvoir assurer notre avenir.
Pourquoi c'est quelque chose qui est toujours d'actualité en 2021 et à quoi pourrait ressembler l'agriculture de demain? Nous allons l'entendre de Monsieur Rist. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette introduction et puis merci également pour l'invitation. C'est un plaisir de participer à ce webinaire intéressant. Regardons en arrière, hein. Nous l'avons déjà entendu dans l'introduction. Nous avons, à côté des pandémies, un grand nombre d'autres crises en parallèle et il est vrai que parfois les effets se réunissent et nous parlons aujourd'hui d'une crise de biodiversité et c'est le début, d'une 6e phase maintenant, d'une disparition en masse d'animaux et de plantes. Donc, parlons de la phase 6. Maintenant, on peut se demander quelles étaient les phases précédentes. Il y a 65 millions d'années en arrière, nous avons vécu la 5e phase avec une disparition de 70% des espèces animales et de plantes en peu de temps. Donc, toutes ces espèces ont disparu. Pensons par exemple à l'animal que nous connaissons encore, hein, c'est les dinosaures. Quelles sont les origines de ces disparitions en masse? Euh, Si nous regardons la situation actuelle, on peut dire en gros qu'il s'agit d'une origine naturelle. Il y a différentes hypothèses, des météorites ou des processus au, au sein de l'atmosphère de la Terre. Je ne rentrerai pas dans les détails maintenant. Ce qui est important, c'est de savoir que cette 5e disparition de masse était un phénomène naturel, alors que ce que nous vivons aujourd'hui est très différent. Nous savons, enfin, la science nous dit qu'il s'agit actuellement du début, donc d'une disparition en masse d'animaux, de plantes et d'autres êtres vivants. Et quelle est l'origine qui nous a conduit à ce phénomène? Nous l'avons déjà entendu aussi, mais il faut peut-être le rappeler encore une fois. C'est le résultat de 150 années d'industrialisation et puis au niveau agricole de l'introduction et de l'expansion de l'agriculture industrielle, et cela ensemble avec l'élargissement des infrastructures et des espaces urbains a fait en sorte qu'à ce que 70% de tous les habitats aujourd'hui, donc tous les habitats naturels pour les animaux et les plantes, ont été changés et puis endommagés ou alors détruits. C'est-à-dire, nous nous trouvons face à un phénomène à long terme et donc c'est très important à savoir si nous regardons comment nous pouvons faire quelque chose contre. Le moteur principal, je pense que la science est d'accord là-dessus et l'expansion de l'agriculture agro-industrielle qui a développé sa propre dynamique. Que je souhaite peut-être décrire un petit peu plus. Quel est le moteur important de cette expansion? Ce sont les marchés avec des monopoles. Donc, si aujourd'hui nous analysons quels sont les grands marchés pour la production, pour le commerce, pour la vente de produits alimentaires, donc quelle est leur organisation? Nous allons voir une situation où nous avons 4, 5, 6 grandes entreprises mondiales qui contrôlent en grande partie ce marché. C'est-à-dire que nous nous trouvons face à un problème non seulement biologique, mais également politique. Des aspects de régulation sont nécessaires.
Ce genre de marché crée de plus en plus de barrières, hein. C'est quelque chose qui a été dit dans le rapport sur l'agriculture également, pour 1,6 million de personnes qui travaillent dans des fermes ou dans des entreprises agricoles. C'est un grand nombre de personnes qui produisent des produits alimentaires et qui souhaitent les vendre sur les marchés mondiaux, mais qui euh, se trouvent dans une situation difficile pour la vente de leurs propres produits due à ces grandes entreprises agroalimentaires que je viens de mentionner. Et puis, également dans le commerce, ceci crée évidemment beaucoup de barrières. Aujourd'hui, nous pouvons partir du principe qu'à peu près 67 de la surface agricole est utilisée par ces systèmes agroalimentaires, hein, c'est-à-dire que le reste, donc les 1,6 milliard de personnes qui dépendent de la production agricole, euh, sont propriétaires uniquement de 33 de la surface agricole mondiale. Maintenant, on pourrait dire que c'est peut-être dû au fait que les grandes entreprises sont plus efficaces et les petites entreprises travaillent de façon moins efficace. Toutefois, ce n'est pas le cas. 33 de la surface agricole mondiale produisent donc les 1,6 milliard de personnes qui vivent dans ces structures et ils produisent 55 de tous les produits alimentaires que nous consommons. C'est-à-dire, hein, si nous créons le lien avec l'autre forme de produire des aliments, les systèmes agroalimentaires, on voit que donc, sur cette surface, cette grande surface, on produit moins de 50 de nos produits alimentaires. Pourquoi est-ce que c'est le cas? On utilise beaucoup de techniques, beaucoup de machines pour produire sur ces 70 de la terre. Et puis les 33 de la surface qui est utilisée par les petites fermes donc produit des aliments, alors que sur l'autre partie, dans les 70 la moitié est utilisée pour produire la nourriture des animaux. C'est pour cela que finalement, sur cette grande surface, on produit peu d'aliments, relativement peu d'aliments. Pour produire 1 kilo de viande, on a besoin donc de 7 fois plus de calories végétales. Donc, pour produire ce kilo de viande, pour chaque kilo de viande, finalement, on va détruire 6 kilos d'aliments d'origine végétale. C'est pour cela que c'est un élément important. Maintenant, on pourrait dire que bon, on a quand même besoin de deux systèmes parce que autrement, on aurait le problème de la faim dans le monde. Là, encore une fois, ce n'est pas juste de penser comme ça. Il est vrai qu'il faut dire aussi que plus l'agriculture agro-industrielle a augmenté, plus le problème de la faim a augmenté durant les dernières 20 à 30 années. Les chiffres parlent pour elles-mêmes. Tout cela est bien documenté. Donc actuellement, nous avons d'un côté un grand degré d'agriculture agro-industrielle partout dans le monde et 1 milliard de personnes souffrent toujours de faim actuellement. Et puis, pas d'amélioration non plus dans d'autres domaines. Toutes les 15 secondes, un enfant en dessous de 5 ans meurt à cause de la malnutrition. Donc, que pouvons-nous faire? D'un côté,
Nous avons more of the same, donc de gros problèmes sont résolus avec des efforts encore plus importants, plus de technologie, plus d'utilisation de la terre. Euh, donc, une partie de la nature devrait rester nature, l'autre moitié être à disposition de l'homme. Mais si on essaye de le faire, on voit que ce n'est pas possible, c'est quelque chose qui est simplement pas faisable. Nous avons mené une étude il y a une année en arrière où nous avons essayé de voir combien de personnes il faudrait déplacer euh, pour laisser la moitié de la Terre sans être humain. Et puis, nous avons établi un chiffre de plus de 1 milliard de personnes et donc qui devraient être déplacées, qui devraient quitter l'endroit où ils vivent actuellement. Monsieur Rist, je suis désolée de vous interrompre, mais il faut arriver à la fin pour donner suffisamment de temps aux autres orateurs. Oui, donc je pense qu'il est clair que ce n'est pas l'option qui est la meilleure, mais la recherche nous a montré que la meilleure façon de la protection de la terre consiste en avoir donc une agriculture diversifiée dans des petites structures, comme nous l'avons vu en Bolivie par exemple. Toutefois, le problème, c'est que souvent, les agriculteurs ne savent pas comment faire. La grande question qui se pose est une question politique. Donc, comment pouvons-nous équilibrer cette compétition inégale entre les grandes entreprises et les petites structures? Comment on peut réorganiser tout cela pour que les petits agriculteurs soient capables d'avoir une bonne opportunité et de vivre donc de ce qu'ils produisent en plaçant leurs produits sur le marché. Donc j'arrive à la fin. Nous nous disons donc clairement que l'alternative radicale est qui permet une nouvelle organisation, c'est l'agroécologie, non pas une séance qui propose des solutions théoriques, mais c'est quelque chose qui réunit les acteurs intéressés qui eux-mêmes produisent de nouveaux savoirs et qui ainsi essayent d'atteindre l'objectif d'une grande biodiversité et de sa préservation. C'est quelque chose qui est pratique aussi, ce n'est pas uniquement une science qui va rester science sans être transférée dans la pratique. Donc nous développons quelque chose qui lie dès le départ la théorie avec la pratique et comme nous l'avons vu, la priorité est politique et c'est pour cela qu'il s'agit aussi d'un développement social qui doit faire en sorte à ce que les conditions politiques puissent être réorganisées pour que les personnes, les agriculteurs aient l'opportunité d'avoir un avenir qui est meilleur pour eux. Donc, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Rist. Vous avez déjà abordé un grand nombre de thèmes. Vous avez ouvert la porte à la discussion qui va suivre. Donc, l'agro-industrie, la nourriture pour animaux, la viande, la production qui nécessite beaucoup plus de calories que la nourriture végétale. Avant de parler de tout cela, avec l'exemple de Nicaragua, j'aimerais vous présenter une autre oratrice qui va parler de la perte de biodiversité et des zoonoses. Il s'agit là de maladies qui sont transmissibles de l'être humain à l'animal ou l'inverse.
Et donc Helena Kreter, hein, va parler de ce sujet avec nous. Elle a un parcours très intéressant. Elle était artiste tout d'abord, avant, à travers l'art, d'avoir eu l'accès à autre chose. Elle a fait des études en épidémiologie. Elle est aujourd'hui responsable d'un projet au Centre pour la santé internationale au Swiss TPH à Bâle. Et le centre de sa recherche est l'approche One Health, comme elle m'a expliqué. C'est la santé de l'être humain liée à la santé de l'animal, quelque chose qui est très d'actualité avec Corona, mais non seulement avec le Covid-19, c'est quelque chose qui est vraiment très d'actualité. Merci beaucoup, Andrea, pour cette introduction. Je me réjouis beaucoup de pouvoir participer aujourd'hui à ce webinaire, de vous donner des inputs par rapport à la biodiversité et puis les maladies zoonotiques. Je vous ai préparé une présentation. J'espère que vous pouvez la voir. Je recommence. Nous pouvons très bien vous voir, mais par contre, le son n'est pas très fort. Est-ce que vous pouvez peut-être parler un peu plus fort? Vous m'entendez mieux comme ça. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je me réjouis de pouvoir parler aujourd'hui. Je vais vous montrer ma présentation. Je vais me concentrer sur les virus et puis je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer comment nos activités impactent les écosystèmes et quelle est la conséquence pour notre santé. La biodiversité décrit les variations de toute vie sur la Terre, hein, comme Stéphane Rist nous l'a déjà dit, y compris les parasites, les bactéries et les virus, qui donc peuvent faire en sorte à ce que les animaux, les plantes et les êtres humains tombent malades. Donc, on peut les mesurer sur différents niveaux, sur le niveau génétique, par exemple, les variations génétiques au sein d'une population, par exemple, les virus du SARS-CoV-2. Ensuite, dans la composition des espèces dans une région ou dans un habitat, et au niveau de l'écosystème avec la mesure de la diversité des habitats. Nous avons aujourd'hui à peu près 2 millions d'espèces qui ont été décrites dans la littérature, hein, et il y a de plus en plus qui s'y rajoutent, hein. On part du principe que jusqu'à 80% des espèces qui sont en vie aujourd'hui n'ont pas encore été décrites. En plus, si nous partons du principe que chaque espèce a encore des parasites et des virus spécifiques à leur hôte, on peut s'imaginer que ce chiffre double encore. Autre information importante par rapport à la biodiversité et la distribution de ces groupes sur la biomasse globale. Vous voyez sur cette graphique du côté A, à gauche, nous avons toute la biomasse de la Terre, hein, mesurée en gigatonnes, euh, de carbone. Donc, vous voyez qu'il y a la plus grande partie marquée en vert ici, est la partie des plantes. Ensuite, nous avons encore des champignons, des archées, des bactéries et des virus. Tous les animaux ensemble ne constituent qu'une petite partie de la biomasse. Contrairement à cela, nous avons ici ce tout petit triangle en vert qui est énorme quand on pense que les virus ont une toute petite taille. À droite, donc sur l'image B, on voit la biomasse des animaux distribuée sur les différentes espèces. Là, la grande partie est constituée par les anthropodes, les insectes, les araignées, etc. Toutefois, j'aimerais parler des mammifères aujourd'hui. Il est démontré clairement que la biomasse mondiale est constituée surtout de bétail, de vaches,
euh, et puis de l'être humain. Et uniquement une petite partie, la partie marquée en orange, ici, est constituée par les mammifères sauvages. Si on pense que ces mammifères, euh, durant l'évolution, constituent l'habitat pour tous les virus spécifiques et que nos activités humaines ont pris influence dans tout cela, on peut s'imaginer comment des virus sont passés, par exemple, ou peuvent passer de la chauve-souris sur l'être humain, par exemple. Nous constatons que la fréquence d'épidémies et de pandémies a augmenté. À peu près 70% de ces maladies sont engendrées par des virus qui changent, qui sont transférés de l'animal sur l'être humain, comme pour SRAS, l'Ebola, MERS et le COVID-19. Ce développement euh, est encore accéléré par le changement de nos écosystèmes et puis le fait que nous voyageons beaucoup aujourd'hui. Uniquement 1% des virus avec un potentiel zoonotique sont connus aujourd'hui et pour encore moins, nous avons développé à ce jour des méthodes de prévention ou des vaccins. Maintenant, des approches pour la prévention, The Global Virome Project qui souhaite décrire des virus pour ainsi, soi-disant, inhiber leur potentiel viral. Donc, surtout des virus, par exemple, de différents animaux. C'est une approche qui est très importante. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de connaître tous les virus, mais nous pouvons apprendre de ce qui s'est passé dans le passé. Ici, nous avons quelques exemples de contagion de l'animal à l'être humain, comme par exemple la grippe aviaire, l'Ebola, SARS-CoV-2. L'origine de ces événements est l'intrusion de l'être humain dans des écosystèmes souvent tropicaux qui étaient encore très peu découverts par l'être humain auparavant. Et puis, évidemment, la dégradation de ces espaces. Et puis, sur la base de cela, il faut prendre des mesures de prévention, comme par exemple la réduction de la pauvreté, une production alimentaire intégrée et d'autres pratiques agroalimentaires. Autre exemple que j'aimerais vous montrer est un exemple donc de l'élevage intensif dans les pays industrialisés. C'est le virus de l'hépatite E qui est connu depuis les années 1980, peut déclencher l'hépatite chez l'être humain et dans des cas graves peut aussi affecter le système nerveux. En Europe, un sous-type est en circulation qui est lié à la consommation de porc. Que savons-nous jusqu'à présent de l'hépatite E dans le cochon? L'origine exacte n'est pas connue encore. Le virus chez les animaux se transmet de façon féco-orale. Les cochons montrent en Europe une zéro prévalence de jusqu'à 60%. Toutefois, le virus est asymptomatique dans les cochons. On pourrait s'imaginer que la transmission de ces virus est due à notre type d'agriculture qui a dégradé l'écosystème. On voit que il s'agit là, dans ce genre de production, d'un milieu qui a une pauvre biodiversité, par exemple.
peu de variabilité génétique, etc. Donc, comment est-ce que nous pouvons faire en sorte à ce que ce genre de maladie ne se transmette plus autant à l'avenir? Nous pouvons apprendre de ce qui s'est passé par le passé. Nous devons analyser les nouvelles maladies zoonotiques liées à l'élevage intensif. Et ce que nous avons appris doit être transmis dans un changement systémique, c'est-à-dire les pratiques agricoles peuvent contribuer à maintenir la santé de l'environnement, des plantes, des animaux et des êtres humains. Il faut maintenir la biodiversité et puis améliorer nos systèmes de production. Pour conclure, on pourrait dire de façon un peu provocatrice, la protection de la nature et également la protection de notre santé. Et je vous remercie de votre attention. Nous allons maintenant, donc tout d'abord, Simone Deguelot a préparé un questionnaire pour vous que nous allons voir maintenant. Et j'aimerais vous donc demander de donner votre avis. Il ne s'agit pas de choisir la bonne ou la fausse réponse. Nous aimerions simplement voir quelles sont vos opinions. Die Umfrage läuft noch kurze Zeit, aber wir sehen schon jetzt. Vous avez encore la possibilité de répondre au questionnaire. Toutefois, nous voyons déjà Für die Covid-19-Pandemie. donc Sehr viele haben auch unsere Biodiversität zerstört. Und dann wird auch die mangelnde Hygiene auf den Tiermärkten et puis le genannt. manque d'hygiène est également nommé comme un aspect. 70% disent la destruction et l'exploitation des habitats naturels, qui est la cause principale du Covid-19, et 29% disent que c'est dû au manque d'hygiène sur les marchés aux animaux de Wuhan. Qu'est-ce que cela signifie? Pour qu'une pandémie puisse avoir un niveau mondial, il y a différents facteurs qui se réunissent. Certainement, le système de l'agriculture industrielle est un facteur. Et puis, j'aimerais ainsi passer à notre troisième et dernier exposé qui vient directement du Nicaragua avec Jacqueline Argucia. Madame Argucia va approfondir encore ce que Monsieur Rhys nous a déjà montré, et elle va nous montrer aussi que cette approche peut nous aider à préserver la biodiversité. Elle travaille pour le programme Campesino a Campesino au Nicaragua, un programme qui est soutenu par Swiss Aid. En gros, il s'agit là de faire en sorte à ce que des agriculteurs, des agricultrices s'entraident. Vous allez voir, Madame Argucia va faire sa présentation avec masque parce que actuellement nous avons plusieurs personnes dans le bureau de Swiss Aid au Nicaragua, et nous le savons tous, la pandémie n'est pas encore passée. Dernière remarque encore, 6 mois avant les élections au Nicaragua, la situation dans le pays est
très difficile et il y a des actions contre la population. Nous sommes donc très heureux que Madame Agurcia et l'équipe à Nicaragua ont pris le temps de participer à notre webinaire. Jacqueline, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde, je suis Jacqueline Agurcia du programme Campesino a Campesina au Nicaragua. Je vais vous parler d'une expérience sur notre territoire, donc comment l'agriculture peut contribuer à la préservation et de nos systèmes de biodiversité. Ici, on voit quel est l'impact de l'agroécologie dans la restauration et la restauration de la biodiversité. Nous mettons en œuvre cette agroécologie à travers des principes écologiques qui restaurent et augmentent la biodiversité des systèmes alimentaires des agriculteurs. Nous allons voir ici des fermes qui ont un système diversifié. Nous voyons également ici des productions qui utilisent, cette façon. L'UNAC est l'Union nationale des agriculteurs et des éleveurs au Nicaragua. Ici, là d'un programme pour les petits producteurs au Nicaragua. Donc, c'est un programme d'agriculteur à agriculteur qui a été initié en 1987 pour produire écologiquement avec petits producteurs et c'est quelque chose qui s'est extendu à différentes parties du pays. Le programme utilise une méthodologie horizontale de transmission de connaissances entre les agriculteurs, mais également entre les agriculteurs et les producteurs. Donc, de nouvelles expériences, de nouvelles connaissances peuvent être acquises par les agriculteurs dans le cadre de ce programme. Ici, on voit comment les familles essayent à travers leur agriculture de restaurer et de conserver les ressources, par exemple, comme le sol, l'eau, aussi des ressources phytogénétiques locales, des semences créoles et l'habitat. Il y a aussi une diversification des fermes de plus de 20 espèces. Nous avons ici l'exemple de la famille Castro Mendes qui a 32 domaines de 9 hectares. Cela contribue à restaurer l'équilibre écologique et à autoréguler les nuisibles et les maladies. Il y a aussi l'exemple de systèmes de biodiversité, comme par exemple les systèmes agroforestiers, sylvopastoraux, l'association et la rotation des cultures, la production de patio diversifiés et d'autres. Donc, les systèmes de biodiversité favorisent les synergies et la durabilité. L'impact de l'agroécologie sur le bien-être des familles des agriculteurs, évidemment, il est clair qu'il s'agit de la souveraineté et de la sécurité alimentaire, de l'augmentation de la productivité, la réduction de la pauvreté et d'améliorer la qualité de vie. La diversité est également un des éléments fondamentaux de l'agroécologie. La diversification des fermes, des patios. Donc, les familles ont un accès suffisant à des aliments variés, avec beaucoup de nutriments et qui peuvent nourrir toute la famille tout au long de l'année.
Également, cela peut améliorer le système immunitaire, hein, prévenir des maladies. Une meilleure productivité aussi se note dans ces fermes, une augmentation des revenus tout au long de l'année. Les familles peuvent donc rester dans leur budget et en plus investir de l'argent dans leur ferme. Il y a une réduction de la pauvreté et de la migration et une amélioration de la qualité de vie de ces agriculteurs. C'est le contraire des systèmes conventionnels basés sur des monocultures, des produits toxiques et également une mauvaise utilisation des ressources. Ici, on voit deux photos de cette ferme avec la quantité de cultures qu'ils ont ici. Il y a du maïs, par exemple, des légumes. Ici, encore une fois, l'exemple du producteur, hein, donc le cas de la famille Mendes. Ils ont une ferme écologique et puis sur cette image, on voit comment met en œuvre ces principes et puis on voit que le système de production est amélioré. Il y a différents principes ici. Il y a le recyclage de biomasse, par exemple, et puis il y a différentes techniques qui sont utilisées, il y a le système immunitaire qui est renforcé, et puis il y a une relation entre les différents systèmes et tout cela est très bénéfique pour l'écosystème. Ici, nous avons une image qui montre la disponibilité des revenus annuels pour la famille, donc par domaine et par mois. On voit que il y a ici donc un équilibre tout au long de l'année. Ici, on voit la production de la ferme. On voit donc qu'il y a une valeur de la production de 18 813 dollars. Ensuite, ce que consomme la famille, à peu près 25 de la production annuelle, donc 4 000 dollars. Ensuite, il y a des revenus des ventes à la hauteur de 14 000 et puis les dépenses de coûts annuels. Et puis, ce qui reste à la famille sont 3 350 dollars. Donc, avec cette production, la famille peut couvrir les dépenses et peut garantir l'alimentation de 6 personnes. Et puis, il reste encore quelque chose pour investir. Nous avons 3 personnes de la famille qui travaillent sur la ferme et puis encore 2 prestataires extérieurs qui aident. Donc, avant, c'était une famille pauvre qui avait peu de ressources, hein, qui utilisait beaucoup d'insecticides, des engrais synthétiques, qui avaient des sols pauvres avec un mauvais rendement et de faibles revenus. Et aujourd'hui, pardon, et puis le père devait migrer pour chercher du travail. Aujourd'hui, la famille est très heureuse parce qu'ils sont plus indépendants, ils ont de meilleures connaissances et une meilleure intégration familiale. Les enfants peuvent étudier et puis les parents peuvent transmettre leurs connaissances en agroécologie à d'autres familles. Ici, nous avons la famille Castro Mende, donc avec 6 membres de la famille. Il manque le grand-père encore. Ici, nous avons 2 photos de la ferme, des productions avec différentes cultures qu'ils ont ici. Et puis, on voit ici donc comment on travaille dans cette commune. Ici, la ferme des productions avec différentes cultures, hein, les unes à côté des autres, avec des légumes, par exemple, pour l'alimentation et avec peu d'engrais. Et pour conclure, hein, je peux dire que l'agroécologie égale biodiversité et puis égale à un équilibre écologique et un système en meilleure santé. C'est quelque chose qui est plus sain, qui génère une meilleure productivité dans ces fermes et peut
contribuer à la réduction de la pauvreté dans les familles qui participent dans ce programme. Ce sont des familles qui donc, ont plus de ressources et des systèmes plus résilients aussi. Les fermes agroécologiques ont une meilleure biodiversité et puis évidemment sont donc très bénéfiques. Il y a de l'eau de bonne qualité et puis les systèmes agroforestiers également. Donc je pense que ainsi, nous avons pu démontrer à quel point l'agroécologie peut avoir un impact important sur la biodiversité. Merci beaucoup de votre attention. Ja, herzlichen Dank Merci beaucoup. allen drei Gastrednerinnen Merci und beaucoup Gastrednern. à tous nos orateurs. Kurz zusammengefasst, wir haben es gehört, Peut-être nachhaltige pour Biodiversität résumer, nous avons setzt entendu que la auf crise de menschliche biodiversité sehr est viel quelque der chose qui a été créé par l'être agrokulturellen humain. Landwirtschaft C'est en grande partie lié à gehört l'industrie von Greta, agroalimentaire. dass Madame Biodiversität Kreter nous a dit jetzt Ansätze verfolgt werden in que Nicaragua, nous avons des wie approches man maintenant, au Nicaragua par einen Weg exemple, zurückfinden kann. pour revenir en arrière. Damit kommen wir noch zu der zweiten Et und letzten puis, nous allons Kurzschlussfrage, donc passer die à von notre Deborah einblenden wird, Sie ausfüllen können. au deuxième Nach sondage. Ende dieser Umfrage Et à la fin de ce sondage, bitte ich Sie zunächst j'aimerais vous dürfen Sie Verständnisfragen demander, stellen zu den drei donc tout Referaten. d'abord, vous pouvez poser des Aber questions ich, genau, jetzt à nos lassen wir 3 zuerst mal orateurs, die mais je Umfrage pense que laufen. maintenant, tout d'abord, le sondage. Ja, vielen Dank. Zwar noch nicht alle ausgefüllt, aber ich würde Merci beaucoup. Tout le monde n'a pas encore sagen, wir rempli beginnen die Umfrage. Die Aussage le questionnaire, mais on va, sehr stark. Und zwar sehen wir, dass bei dieser on voit ici, Frage eben, weshalb braucht es diesen agrarökologischen donc la Wandel, question pourquoi est-ce qu'on a da die besoin Antworten sehr unterschiedlich sind. Also d'une da transformation eine Seite sagt, agroécologique. das Vous Ziel, weil es kann einerseits sein, eben, dass es darum geht, voyez die ici déjà les Umwelt, die réponses Biodiversität zu affichées. schützen. Das haben 81% der Leute D'un gesagt. côté, Dann am pour zweithöchsten protéger bei notre der santé, pour wurde protéger 63%. l'environnement et la Es geht darum, dass wir biodiversité, Gerechtigkeit ensuite gegenüber pour éviter une catastrophe Kleinbäuerinnen und climatique, pour Kleinbauern établir herstellen. la justice pour les petits 66% paysans et sagten, paysannes, es gehe darum, die et Klimakatastrophe puis abzuwenden. pour éviter une catastrophe climatique. Genau, Sie sehen, das Thema ist komplex. Es Vous ist voyez sehr, que le thème est complexe. sehr divers auch. Euh, Ich bitte Sie nun, in einem allerersten et Schritt j'aimerais vous Ihre demander tout Verständnisfragen zu d'abord stellen. maintenant de Das poser dauert vos nicht questions viel. à nos Die orateurs. Beschränkung auf aller Seiten ist J'ai der déjà Referat. vu Das dans ist le überhaupt kein chat, Problem. ce n'était pas Wir haben prévu, mais ce gesehen, n'est dass pas Herr problématique Boya non plus. eine J'ai vu Frage que gestellt M. hat Boya an a Greta posé Thunberg. Vielleicht können une Sie, Herr question Boya, eine à Mme Frage Krita. Peut-être vous mündlich stellen. pouvez poser votre question à l'oral. Kann Herr Boya freigeschaltet werden? Monsieur Boya, est-ce que vous Sébastien pouvez ouvrir le micro, s'il vous plaît? Möglicherweise ist Herr Boya nicht mehr Il se peut que Monsieur Boya Diskussion drin. ne soit Dann plus öffne ich das dans Panel la sehr discussion. gerne. Donc, Wer hat Verständnis
Si vous avez des questions pour nos 3 orateurs, vous pouvez maintenant les poser. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, wenn Sie müssen zunächst die Hand Vous devez d'abord lever la main. werden Sie freigeschaltet. Ensuite, Sie on müssen die va freigeschaltete Hand libérer la parole und dann et können Sie puis vous sprechen und devez wir können Sie accepter hören. donc votre intervention. À ce moment-là, vous pouvez parler et nous allons pouvoir vous entendre. Sie hier bei uns in dieser Vous Diskussion pouvez ensuite teilnehmen. vous Herr présenter Boya, möchte der seine Frage puis noch nous dire quelle est votre direkt fonction. live Monsieur Boya, est-ce que vous souhaitez poser votre question en direct? Dann das klappt nicht, dann würde ich gerne Frau Cela ne Hofer fonctionne pas, donc Madame Anna Hofer Hofer, die Hand Hannah Hofer a levé la main. Guten Tag, hören Sie mich? Bonjour, Ja. vous m'entendez? Wunderbar. Ich habe Très eine bien. Frage an Stefan J'ai une Rist. question Und zwar, pour Stéphane Rist. ja, vielleicht kurz zu mir. Ich arbeite beim Par Schweizer rapport à ma Börsenverband personne, je und travaille die Diskussion, donc die wir hier haben, sehr wichtig. ensuite, je Also trouve que la ich discussion hätte que gerne nous Definition avons ici est très von importante, mais j'aimerais bien avoir une Selbstversorger. définition. Wie Que sehen Sie sont die les Landwirtschaft? petits paysans et que pensez-vous de l'industrie agricole en Suisse? Herr Rist, die Frage ging an Monsieur Sie. Rist, c'était une question pour vous. Das Mikrofon freischalten. Vous devez maintenant libérer votre microphone. Oui, merci beaucoup pour cette question. On se connaît encore. Donc, la question était de savoir quelle est la définition donc d'une petite ferme, d'une petite entreprise agricole. C'est difficile à définir. Donc, on s'est dit que c'est quelque chose qui doit être défini au niveau national dans chaque pays, grâce à des statistiques. En Suisse, nous avons une mesure spécifique pour la Suisse que nous appliquons. Et puis, évidemment, au Brésil, ce ne serait pas la même chose. Donc, il y a de très, très grandes différences. Une entreprise agricole au Brésil a peut-être 20 à 30 hectares si c'est une bonne région. Il y en a aussi qui sont en dessous, mais pour pouvoir nourrir une famille, on a besoin de ce genre de surface. Donc, vraiment pour pouvoir nourrir seulement une famille. Chez nous, en Suisse, nous avons différents niveaux. Plus on est en altitude, plus on a besoin de surface pour nourrir une famille. La moyenne est à peu près 20 hectares pour le centre de la Suisse. Ensuite, si on va en Afrique, les familles, les petits paysans ont peut-être seulement un demi-hectare ou moins pour survivre. Donc, la question d'une définition est uniquement possible donc, dans un contexte local. Deuxième question donc, était la question de savoir ce qu'on en pense ici en Suisse. En Suisse, nous avons un modèle dont je dis toujours que c'est un modèle qui devrait être regardé de près par tous les pays en voie de développement. Donc, nous avons une agriculture en Suisse qui, dans un contexte mondial, ne serait absolument pas rentable. Donc, ce que nous faisons ici avec nos entreprises familiales, ce que nous produisons ici est très, très cher quand on regarde les prix sur le marché mondial. Toutefois, on dit qu'on a envie de faire cela parce que cela nous permet d'avoir une petite agriculture diversifiée qui remplit d'autres fonctions, comme par exemple d'avoir un paysage qui est
attractif, qui attire des touristes dans le pays, mais aussi depuis ailleurs. On peut dire qu'on a un beau paysage. Toutefois, il est vrai que c'est quelque chose qui est en grande partie créé par les paysans. Donc, nous protégeons notre système agricole du marché mondial pour pouvoir préserver ce genre de système avec un grand potentiel pour conserver la Ja, biodiversité. vielen Dank, Herr Rist. Merci beaucoup, Monsieur Ich sehe Rist. jetzt Maria Alejandra die Je Hand vois hebt. Maria Alejandra qui a levé la main. Buenos días. Bonjour. Mi pregunta es para Jacqueline. Ma question est pour Jacqueline. ¿Sí me escuchan? Vous m'entendez? Bien. Vorhin ja, jetzt nicht mehr. Sí, se escucha. Bueno, acerca del ejemplo que Oui, di l'exemple sobre los que nous campesinos, avons quería entendu saber sur cuánto les duró agriculteurs. la transición Donc, entre el quelle était la sistema durée de cette phase de agroeconómico y transition entre entre le la système agroecología? d'avant et puis Y la pregunta l'agroécologie? Et sería, puis une ¿cómo autre podrían question, donc comenzar comment los est-ce qu'on a campesinos pu a ou hacer comment esa est-ce que les transición agriculteurs ont cuando se entamé ven cette enfrentados transition? es como a luchar en contra de las Donc, políticas comment est-ce establecidas qu'ils ont por el pu se gobierno? battre contre la politique imposée par le gouvernement? Bueno, esa transición, como Bon, sabemos, cette transition, nous le savons que l'agroécologie est un processus, ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait sur une durée de 10 ans et puis entre 6 et 10 ans, on commence à voir les résultats. C'est vraiment un processus qui n'est pas terminé. C'est quelque chose qu'on fait en continu. Et pour l'autre question, donc la transition, la, 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 la lutte, nous pensons que ici, donc, un avantage principal était notre méthodologie avec la transmission des connaissances. Damit würde ich vorschlagen, dass wir Donc, je vous propose kommen zur de Diskussion. Wir haben passer jetzt aux hier thèses, donc à la discussion. Nous avons pensé de procéder de la même façon que la dernière fois, c'est-à-dire sur la base de 3 thèses, nous allons créer, établir une discussion. Je vous propose qu'on regarde la première thèse et puis je me réjouis déjà à la discussion sur la base de vos opinions. Donc, si nous ne changeons pas fondamentalement notre façon de cultiver, des pandémies comme celle de COVID-19 deviendront la norme à l'avenir. Qui souhaite faire un commentaire? Stefan Rist. Ja, ich kann gerne Stefan etwas Rist. sagen. Ich glaube, die Oui, Ausführungen très von volontiers. Frau Grete haben das Je klar pense que ce que Madame Crétel a dit nous l'a bien montré. Nous avons un problème que nous pouvons formuler de cette façon-là. Je rajouterais peut-être encore qu'un facteur important ou un vecteur, hein, comme on l'appelle aussi, pour la transmission des maladies. Donc, de l'animal sauvage qui habite encore dans des habitats peu utilisés, donc également l'élevage intensif. Vous vous rappelez peut-être encore au dernier épisode de grippe aviaire, ce sont des virus qui viennent de l'animal sauvage et qui à travers l'élevage intensif et puis qui ainsi sont devenus un réel danger. Donc je pense que c'est une thèse qui est tout à fait fiable et très probable. Est-ce que Madame Greta a envie de rajouter quelque chose? Ce n'est pas très optimiste par rapport à notre avenir.
Oui, merci beaucoup. Oui, état normal, ce terme, dans ce contexte, fait peur, évidemment. Je pense que si nous continuons ainsi, nous avons un risque que les pandémies se répètent dans des intervalles de plus en plus courts. Et puis, de façon générale, évidemment, dans ce webinaire, nous parlons surtout de l'agriculture, mais il y a aussi d'autres activités de l'utilisation de la terre, comme par exemple les activités de mines, etc., qui dégradent le habitat et qui peuvent accélérer ce genre de processus. Un dernier aspect encore, j'aimerais savoir, est-ce qu'on aurait résolu le problème si on vivait tous et toutes véganes, sans production d'animal? C'est peut-être très radical, mais c'est quelque chose qui nous permettrait de résoudre le problème, n'est-ce pas? Euh, je vous dis mon point de vue. Je pense que les animaux font partie de l'agriculture, non pas seulement pour la consommation, mais également pour l'engrais, pour le travail. Donc, ils jouent un certain rôle. Évidemment, nous sommes des animaux aussi. Donc, les virus venant de l'animal, qui sont de plus en plus rares, ont deux possibilités. Donc, soit le virus meurt avec l'animal qui était leur hôte, ou il change de hôte à travers un animal que nous élevons en grand nombre. Et donc, entre l'élevage intensif et le véganisme, il y a encore un grand nombre de possibilités qu'on pourrait passer en revue et puis peut-être mettre en œuvre en pratique pour diminuer ce risque. Mais une approche radicale, oui, ce serait une approche radicale. Roland Frutig a levé la main. Genau, gerne, dass Sie sich kurz vorstellen, wenn Sie sprechen. Das Peut-être wäre vous pouvez brièvement vous présenter avant de poser votre question. Je m'appelle Roland Frutig, je travaille au Nigeria. Je participe à l'élaboration d'un centre pour des structures agricoles. Je pense que cette thèse va un petit peu dans un sens où on met toute la faute sur l'agriculture. Et je pense que c'est quelque chose qui est très dangereux. Nous le voyons maintenant sur place de façon très intense. Pour une transformation de l'agriculture, on n'a pas uniquement besoin des agriculteurs, mais également du comportement du consommateur. Donc, je pense que cette thèse est un petit peu radicale. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord. Merci beaucoup pour cette contribution. Cela nous amène directement déjà à notre deuxième thèse. Simone, peut-être tu peux nous montrer la page numéro 2 avec la deuxième thèse. Da gerade ein technisches Problem. J'ai un problème technique actuellement. Donc, je vais brièvement vous la lire. Donc, l'agroécologie ne pourra atteindre la masse nécessaire que si les entreprises agroalimentaires internationales jouent le jeu. Donc, on ne parle plus uniquement de l'agriculture, mais on dit que le problème ne peut être résolu que si les grandes entreprises alimentaires participent. Qu'en pensez-vous? Qui a envie de dire quelque chose par rapport à cette thèse?
Vielleicht spiele ich in dem Fall den Ball gerne Herrn Fruttig nochmals zurück. Donc, Monsieur Fruttig, peut-être je vous redonne la parole. Est-ce que c'est une thèse qui vous plaît plus que la première? Dass es die internationalen Lebensmittelkonzerne und Agrarkonzerne braucht, damit das Donc, funktioniert. est-ce qu'on a besoin des entreprises agroalimentaires internationales? Oui, c'est certainement un aliment parce que dans la plupart des pays, ils ont une position dominante sur les marchés, surtout aussi du côté de la demande. Je le vois dans les programmes en cours ici au Nigeria qui, en partie, sont massivement favorisés par et financés en partie par les entreprises agroalimentaires. Mais ce n'est qu'une partie. Je pense que tant que le consommateur ne joue pas un rôle décisif et tant que nous n'avons pas de système de prix qui donc participe les charges de façon juste, nous n'allons plus avoir Enfin, à ce moment-là, les produits produits de façon chimique ne seront plus meilleur marché que les produits biologiques. Mais avant d'arriver à une telle situation-là, donc ce sera très difficile de voir un vrai succès. Vielen Dank. Das Merci ist eigentlich beaucoup. auch genau die Idee hier, dass man nämlich auch C'est vraiment l'idée derrière cette thèse. Donc, non pas seulement l'agriculture en tant que telle, meldet. malheureusement, le son est coupé. Martin Haag, möchten Sie etwas Martin sagen? Haag, vous souhaitez rajouter quelque chose? Vous avez levé la main. Dann gebe ich das Wort gerne Je passe Frau donc la parole à Aguirre. Sie haben sich auch Madame gemeldet. Lucia Aguirre. Vous avez demandé la parole. Sí, Oui, yo quisiera agregar j'aimerais tesis diciendo que la agroecología dire quelque chose par rapport à es un enfoque holístico, la phrase, enfin, ce qui a été dit par rapport au lien entre agriculture et politique. Il est vrai que les entreprises agroalimentaires internationales sont en grande partie responsables de l'utilisation des ressources comme le sol et puis ainsi de la biodiversité. Donc, nous pensons qu'il est très important de ne pas oublier que les petits et moyens producteurs constituent la grande majorité des producteurs dans le monde et qui produisent la grande majorité des aliments que nous consommons. Et si vemos 20 años atrás, era una si nous minoría. regardons 20 ans en arrière, c'était une minorité. Si nous regardons aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant. Nous avons des milliers et des milliers de petits producteurs et moyens producteurs qui mettent en œuvre l'agroécologie de façon de plus en plus, creando nuevos de conocimientos. plus en plus de connaissances et de plus en plus de diversité. Donc, les fermes sont de plus en plus impliquées dans l'agroécologie. De las empresas agrícolas se sumen a esto, es verdad. Pero no son ellos los que van Mais realmente. ce ne sont pas ceux-là qui vont vraiment faire le changement, ces grandes entreprises agroalimentaires. Le changement sera fait par les petits producteurs et les moyens producteurs. Et nous pensons vraiment que les producteurs privés
sont vraiment la solution pour la planète dans plusieurs sens, non pas seulement liés à la pandémie, mais aussi dans d'autres domaines, au niveau alimentaire, social, économique, pour les familles. Donc, sortir de la pauvreté et aussi l'utilisation de produits toxiques. Tout cela endommage notre santé aujourd'hui et la nature. Donc, je pense que nous devons tous travailler ensemble, les entreprises multinationales, avec l'usage de produits transgénétiques et la pollution de l'air et puis la destruction de la biodiversité, les semences, par exemple, que nous utilisons aujourd'hui, se mélangent avec d'autres. C'est ce que nous voyons très clairement avec le maïs, par exemple. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de liens entre ces aspects. C'est quelque chose qui est important pour tous les domaines de la vie. Et il est très, très important de ne pas oublier qu'il y a une interaction entre ces aspects. Merci Vielen beaucoup. Dank. Das war jetzt eine Merci lange beaucoup. Ausführung. C'était Gekommen. assez long, Und, mais nach en der principe, letzten These, die ich nur noch si je anfügen peux möchte, résumer un petit peu, angesichts der fortgeschrittenen il est vrai Zeit que haben wir notre noch temps est presque mehr passé, donc nous avons très peu de Koordinationsbüro temps pour la Nicolas troisième Wissen, die thèse. vorleistet. Donc, Madame Aguirre, qui est responsable donc, du bureau de Suicide, le ton est malheureusement de nouveau coupé. Donc, nous avons maintenant encore la dernière thèse. Les agriculteurs et agricultrices sont les véritables experts en agroécologie. Ils devraient être à la barre lorsqu'il s'agit de façonner un changement systémique. Monsieur Rist, vous souhaitez dire quelque chose? Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport à cette thèse? Oui, si j'ai la possibilité, j'aimerais encore brièvement dire quelque chose par rapport aux commentaires de Roland que nous avons entendus auparavant. Il faut aussi savoir que si nous parlons de produits alimentaires, nous devons aussi penser à la consommation et les consommateurs. Donc, un élément que nous avons un peu oublié jusqu'à présent, dans l'agroécologie, nous avons une longue tradition de producteurs et puis consommateurs et donc avec un modèle qui a l'avantage que je n'ai pas besoin, enfin qu'on ne se concentre pas uniquement sur le bénéfice, mais de mettre à disposition une prestation sociale dans la production, dans la fabrication d'aliments sains, produits localement. Et puis ensemble, avec le consommateur, on négocie le prix auquel on peut acheter et vendre ces produits. Donc, une dimension solidaire, d'une économie solidaire, avec une participation du secteur privé. C'est quelque chose qui est très intéressant. On pourrait s'imaginer, par exemple, des conditions cadres favorables qui rendraient ce genre d'économie encore beaucoup plus efficace. Les agriculteurs, en tant qu'experts de l'agroécologie, c'est un thème qui est très bien documenté parce que l'agroécologie, si on parle de la science, donc a démontré dès le départ que les paysans, les paysannes font beaucoup pour la préservation de la biodiversité. Peut-être ils ne sont pas capables de l'expliquer du point de vue scientifique, mais cette science
a été nourri avec des connaissances pratiques de la part des agriculteurs à travers les années. Donc, c'est quelque chose qui se fait depuis très, très longtemps et maintenant, nous avons prouvé scientifiquement que c'est quelque chose qui peut aussi contribuer à la préservation de la biodiversité. Peut-être encore tout à la fin, Madame Hofer avait levé la main de l'association des agriculteurs. Est-ce que peut-être vous avez une autre opinion? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Qu'en pensez-vous de l'agroécologie? Madame Hofer, êtes-vous encore ici? Oui. Je pense qu'en principe, il est très important de trouver des solutions ensemble. Nous l'avons déjà entendu de l'orateur précédent. Nous devons intégrer le consommateur dans ce système. Nous devons avoir une politique alimentaire qui intègre tout le monde. On ne peut pas uniquement trouver des solutions au seul niveau de l'agriculture. Donc, ma question par rapport à la définition d'une entreprise, il est vrai que la moyenne en Suisse est 20 hectares. Donc, c'est ce qu'on définit comme entreprise familiale. Et je trouve que c'est très important. Nous ne pouvons pas nous comparer. Et je trouve que ce serait dommage si cette problématique mondiale nous ferait tirer des conclusions pour la Suisse, même si nous avons aussi des études qui nous montrent comment on va enlever des pourcentages et ne pas tout transmettre à l'agriculteur. Mais évidemment, nous avons besoin de tous les acteurs pour améliorer ce système. Merci beaucoup. Il y aurait encore beaucoup de matière pour la discussion. Est-ce que les orateurs, oratrices souhaitent dire quelque chose encore à Madame Agourcia? Et autrement, j'aimerais clore la discussion maintenant, mais je vous donne encore une dernière possibilité de contribuer quelque chose, si vous souhaitez. Très bien, donc je passe la parole à Simon Degelo. J'aimerais en dire encore quelque chose. Nous sommes convaincus que les producteurs, les agriculteurs doivent vraiment être tout devant dans cette transition à travers l'agroécologie. Eux, ils ont toutes les connaissances, mais ils ont besoin d'appui dans plein de domaines. Mais sans eux, une transformation grande ne peut pas avoir lieu. Les organisations internationales, le public, toutes les actions que nous pouvons faire. Et puis, nous devons le faire ensemble pour améliorer l'écologie. Je pense que ce serait vraiment très, très positif pour avoir des systèmes écologiques plus diversifiés. Et pour y arriver, nous avons besoin d'appui, nous avons besoin nous travaillons maintenant parfois dans des zones forestières, dans un contact direct avec les animaux qui habitent dans la forêt. Et je pense que si les agriculteurs mènent ce mouvement, ils ont besoin d'appui de toutes les organisations possibles, gouvernementales, publiques, peu importe la forme d'aide, tout est bon. Et particulièrement l'appui de la science aussi, c'est très, très important. Parce qu'il y a des aspects de la nature qui n'ont pas encore été étudiés. Comme par exemple, dans une présentation, nous avons entendu que nous connaissons uniquement 1% des virus zoologiques et puis qu'il y a très, très peu de vaccins à ce jour pour ces virus. Donc, nous sommes dans une réelle crise que nous ne pourrons résoudre que si nous avons des systèmes plus complets, plus diversifiés, avec un écosystème visible. Merci beaucoup de votre attention.
Ja, herzlichen Dank. Das war jetzt wirklich ein schönes Merci Schlusswort. beaucoup. Gerne C'était une Simon belle de parole Gello. Ich bedanke mich de la fin. sehr Et puis herzlich maintenant, für je passe la eure parole à Simone Deguelo. Je vous remercie de votre participation. Merci beaucoup, Madame Kuchera, de nous avoir guidés à nouveau à travers ce webinaire. Merci beaucoup également à Madame Linder et Monsieur Kaiser, nos interprètes, qui ont interprété ce webinaire. Je remercie également Stéphane Rist, Madame Créter, Jacqueline Agarcia pour leurs contributions très intéressantes. Et je leur remercie d'avoir pris le temps de préparer leurs exposés malgré leur grande charge de travail. Nous, chez SwissAid, nous sommes déjà en train de préparer le prochain webinaire. Le webinaire aura probablement lieu au mois de juillet. Nous allons alors nous pencher sur la question comment nous pouvons transformer les marchés pour prévenir de futures crises et puis rendre possible un changement au niveau de l'agriculture. Évidemment, nous nous réjouissons déjà de votre participation. Nous allons vous envoyer une invitation. Comme je vous ai déjà dit, l'enregistrement de nos webinaires peuvent être regardés en stream sur notre site Internet. Nous arrivons maintenant à la fin de notre webinaire. Avant de nous quitter, j'aimerais vous demander de répondre aux 2 questions que vous allez voir affichées à la fin de notre webinaire. Cela nous aidera pour l'organisation de futurs webinaires. Merci beaucoup de votre participation. Je vous souhaite maintenant une bonne soirée et selon le continent sur lequel vous vous trouvez, je vous souhaite une bonne journée également.